Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène dans la province de Buenos Aires à la découverte des traditions des gauchos lors de la fête de la tradition de San Antonio de Areco. Puis, on s'intéresse avec Margot aux cholitas, ces femmes autochtones boliviennes qui incarnent une figure féminine ancrée dans les traditions, mais qui s'émancipent aujourd'hui de différentes façons. On reçoit ensuite Richard, spécialiste de l'île de Pâques, on s'est dit que c'était de saison, avec qui on parlera de cette destination mystérieuse et colorée située en plein cœur du Pacifique. On commence tout de suite avec notre carnet de voyage. Ce mois-ci, on suit Marie-Lys à San Antonio de Areco, près de Buenos Aires en Argentine, pour assister à la fête de la tradition. Au programme de ce grand rassemblement, de la musique, de la danse, des défilés équestres et bien sûr, des démonstrations et compétitions de gauchos. Bonne écoute! On vous emmène à la fête de la tradition de San Antonio de Areco. Chaque année, en novembre, et ce depuis 1939, la ville de San Antonio de Areco célèbre la richesse de sa culture gauchesque à l'occasion de la Fiesta de la Tradición. Curieuse de découvrir le folklore et les traditions des gauchos argentins, nous avons quitté la capitale pour la Pampa le temps d'une journée. Fixé à la date du 10 novembre par une loi nationale en vigueur depuis 1975, le jour de la tradition a été choisi en l'honneur de José Hernández, l'écrivain du célèbre poème El Gaucho Martín Fierro. À peine arrivés dans la ville, nous sommes accueillis par le bruit de la foule qui acclame le cortège de cavalières et de cavaliers qui défilent en tenue traditionnelle autour de la Plaza Ruiz de Arellano. Nous nous arrêtons déjeuner sur la terrasse d'un café donnant sur la rue même où se poursuit le défilé. À quelques mètres de nous, le spectacle impressionnant des cavaliers menant des ordres de jeunes chevaux en liberté nous laisse sans voix. Ces tropillas, des élevages de chevaux de même robe et de même race, suivent en fait la jument-mère menée par le gaucho et le son de la cloche qu'on lui attache. Nous suivons ensuite l'itinéraire des gauchos prévus de la Plaza Ruiz jusqu'au parc Criollo, en passant par le fameux Puente Viejo, le pont rose de la ville qui surplombe le Rio Areco. Le temps de se procurer un pancho, une sorte de hot dog, les démonstrations gauchesques commencent dans la carrière du parc et nous assistons à des scènes de rodéo particulièrement mouvementées. De jeunes chevaux sont amenés face au public, de toute évidence non débourrés et tout juste habitués à la présence d'une selle sur leur dos. Une fois scellé, un gaucho se hisse sur son dos et un autre libère l'animal qui part virevolter dans les airs, tentant de désarçonner le cavalier. Une grande majorité tiendra sur le dos de l'animal, jusqu'à ce que 2 autres gauchos à cheval ne viennent les extirper, une fois le temps réglementaire écoulé. Le vent se lève sur le parc et une averse de pluie viendra mettre fin aux festivités extérieures. Une occasion de se réfugier dans le musée de la Usina Vieja et d'en découvrir plus sur la ville et sur l'époque de son industrialisation, avec un aparté sur la guerre des Malouines et les vies perdues dans l'affrontement avec le Royaume-Uni. Nous avons le temps de nous essayer à l'un des cafés les plus recommandés de la ville, les Raíces de Cacao. Nous y rencontrons un gaucho et faisons un tour dans la brasserie pittoresque d'en face, remplie d'objets d'époque et de locaux venus s'y réfugier. Sur le chemin du retour, nous rencontrons un groupe de jeunes Argentins originaires de la Pampa, fiers de nous présenter leur culture et leur héritage. Ainsi, nous découvrons les spécificités des tenues gauchesques avec leurs bombachas, sorte de pantalons très larges, leurs inséparables couteaux et les fajas, ceintures colorées traditionnelles en tissu. En début de soirée, nous reprenons notre bus pour 2 heures en direction de la gare de Retiro de Buenos Aires avec de jolis souvenirs de cette journée mouvementée. Merci d'avoir écouté notre carnet de voyage. Passons à présent à notre rubrique Nulle part ailleurs. Aujourd'hui, Margot nous explique tout sur les cholitas, ces femmes boliviennes intrépides. Vous allez voir, entre leur tenue traditionnelle et leur nouveau terrain de jeu, il y a un monde qu'elles n'ont pas peur de franchir. Aujourd'hui, on va vous parler des cholas.
Donc les cholas ou cholitas aussi, en Bolivie, sont un groupe de femmes autochtones qui sont reconnaissables par leurs vêtements traditionnels très colorés et leur coiffure distinctive, qui est composée de 2 tresses longues et ornées. Alors le terme chola était à l'origine utilisé de manière plutôt péjorative pour désigner les femmes d'origine indigène ou métisse, mais il a été repris et revendiqué avec fierté par ces femmes pour affirmer leur identité culturelle. Alors les cholas en Bolivie ont une histoire riche et fascinante qui remonte à l'époque précolombienne. Ces femmes, issues de populations autochtones, ont joué un rôle crucial dans la société bolivienne, malgré les discriminations et les injustices qu'elles ont souvent subies. En fait, avant l'arrivée des Espagnols, les civilisations natives de la région, telles que les Aymara et les Quechua, avaient des sociétés bien organisées où les femmes avaient un statut très important. Elles participaient activement à la vie économique, sociale et politique de leur communauté. Cependant, avec la colonisation espagnole à partir du XVIe siècle, les cholas ont été soumises à l'oppression et à la marginalisation. Les Espagnols ont imposé leur langue, leur religion et leur système politique, reléguant les populations indigènes, y compris les cholas, à un statut inférieur dans la société coloniale. Malgré ces obstacles, les cholas ont préservé leur culture et leurs traditions, notamment à travers leur artisanat, leur cuisine et leur musique. Elles ont également joué un rôle important dans les mouvements de résistance contre la domination espagnole et plus tard contre les injustices sociales et politiques dans la Bolivie indépendante. Les cholas ont également gagné en visibilité politique ces dernières années. Par exemple, en 2006, Evo Morales, lui-même d'origine indigène, est devenu le premier président indigène de la Bolivie, marquant un tournant dans l'histoire du pays et donnant aux cholas une voix politique plus forte. Dès lors, les cholas ont continué à lutter pour leurs droits. Aujourd'hui, les cholas jouent un rôle important dans la société bolivienne, en particulier dans les zones rurales. Elles sont souvent impliquées dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce, et sont reconnues pour leur travail acharné et leur dévouement à leur famille. Les cholas sont également devenus des symboles de l'identité culturelle bolivienne, incarnant la résilience et la fierté de la culture indigène face à l'adversité. En 2018, plusieurs femmes cholitas ont eu le projet de gravir la montagne la plus haute d'Amérique, l'Aconcagua, en Argentine. Un projet réussi, et un documentaire a d'ailleurs été réalisé pour parler de cet exploit. Ces femmes ont aussi pour grand projet en 2024 de gravir l'Everest pour arborer fièrement leurs couleurs et leurs jupes traditionnelles. S'ajoutent aussi à ces femmes exceptionnelles les cholitas qui font de la lutte ou du skate. Elles souhaitent par ces activités réconcilier les différences culturelles et lutter contre les stéréotypes, encore bien présents dans les mentalités en Bolivie, mais aussi au-delà des frontières du pays. Au fil du temps, les cholitas ont acquis une identité culturelle forte et distincte, caractérisée par leur tenue traditionnelle colorée, leur coiffure unique et leur fierté de leur héritage indigène. Elles essayent de plus en plus de montrer leur culture et de montrer leur force par leurs projets. Mais vous vous demandez sûrement à quoi ressemble leur tenue si traditionnelle. Alors la tenue traditionnelle des cholitas en Bolivie est un symbole important de leur identité culturelle et de leur fierté. Elle se compose donc de plusieurs éléments distinctifs. Premièrement, la pollera. C'est une jupe longue et ample, souvent faite de tissus colorés et ornée de broderies complexes. La pollera peut être portée avec plusieurs jupons en dessous pour lui donner du volume et, selon l'origine, leur aider aussi à avoir plus chaud. Ensuite, on retrouve la blouse. Les cholitas portent généralement une blouse blanche brodée appelée blusa, qui est souvent décorée de motifs colorés et de détails élaborés. Puis par-dessus, il y a le châle. Pour se couvrir les épaules, les cholas portent un châle appelé manta ou aguayos, qui est souvent tissé à la main et coloré. Un autre élément emblématique de la tenue du cholas, c'est le chapeau, appelé bombín ou mantera, qui est souvent en feutre et orné de rubans et de plumes. Une légende raconte que ce chapeau était signe de fertilité quand il est arrivé à La Paz dans les années 1900. Depuis, toutes les cholitas en portent, par superstition. Ce chapeau melon était très important à l'époque, on en trouvait de très bonne qualité et il faisait partie intégrante de la tenue. Maintenant, c'est vrai que ce chapeau est de plus en plus convoité par les voleurs, de par sa qualité, donc les femmes le portent moins. Mais il reste un élément maître de la tenue des cholas.
Et pour finir, les bijoux. Les cholas portent généralement une variété de bijoux, notamment des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets, souvent en argent et ornés de motifs traditionnels. Ces bijoux sont généralement le marqueur de la classe sociale de ces femmes. Il faut noter que les cholas n'ont pas le même style selon les régions de Bolivie. À chaque région, son propre style et ses éléments distinctifs qui sont souvent liés à l'histoire, à la culture et aux traditions locales. Par exemple, les cholas de La Paz portent généralement la tenue traditionnelle décrite précédemment, avec les jupes longues et amples, les blouses brodées, des châles colorés et des chapeaux bombines. En revanche, dans d'autres régions comme celle de Cochabamba ou Sucre, les tenues traditionnelles peuvent être légèrement différentes en termes de couleurs, de motifs et de style. Par exemple, les cholitas de Cochabamba ont tendance à porter des polleras plus courtes et des châles plus légers. Les bijoux et accessoires peuvent également varier d'une région à l'autre, avec des éléments distinctifs qui reflètent souvent l'artisanat local et les traditions ancestrales. Par exemple, les cholitas de La Paz préfèrent des bijoux en argent avec des motifs complexes, tandis que celles de Cochabamba optent pour des styles plus simples ou des matériaux différents comme l'or par exemple. La tenue traditionnelle des cholitas de Bolivie, portée avec fierté, est un symbole de leur identité culturelle et de leur héritage indigène. Elle est également souvent portée lors d'occasions spéciales et de festivals pour célébrer la culture bolivienne. Alors maintenant que vous connaissez toutes ces femmes boliviennes, vous venez les rencontrer avec nous ? On écoute maintenant notre entretien avec Richard, spécialiste de l'île de Pâques. Avec lui, on a parlé de la culture Rapa Nui, de l'histoire de cette île, de ses paysages et aussi de ses habitants. Il nous raconte ce que c'est un séjour sur l'île des Moaï, nous parle de ses endroits coup de cœur et nous donne ses meilleurs conseils pour préparer un séjour sur l'île de Pâques. Salut Richard, comment vas-tu ? Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de me donner l'occasion de partager l'île avec vous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire depuis quand tu vis sur l'île de Pâques et ce qui t'a fait t'y installer ? Oui, je vis à l'île de Pâques depuis 1985 et je vivais auparavant à Tahiti où je travaillais en tant que technicien dans l'aviation et donc j'ai décidé un changement drastique dans ma vie à l'âge de 23 ans. Donc de m'installer à l'île de Pâques. Super. Je suis originaire de Reims, Champagne, et les lagons m'ont séduit. Donc aujourd'hui, on va parler de cette île, de l'île de Pâques, emblématique, qui en fait rêver plus d'un. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous la situer, s'il te plaît, et la présenter en quelques mots ? Oui, l'île de Pâques est une toute petite île située au milieu de l'océan Pacifique et à mi-chemin entre le Chili et Tahiti, la Polynésie française, et de chaque côté, minimum 5 heures d'avion. Et l'île est d'origine volcanique, c'est formé à partir d'un point chaud, raison pour laquelle elle a une situation aussi isolée. Elle fait partie d'une cordillère sous-marine. D'accord. Elle a combien d'habitants à peu près ? Alors actuellement, nous sommes approximativement 8000 habitants, réunis en une seule commune, et une grande partie de l'île de Pâques, plus de 70% de sa superficie classée parc national. Donc il n'y a pas d'urbanisation. Et d'ailleurs, en parlant de superficie, elle est de combien la superficie totale de l'île ? C'est un tout petit triangle qui a une superficie totale de 166 km². Le côté le plus long, 20 km. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de son histoire ? Donc on sait qu'elle regorge de vestiges dont certains sont très connus, mais il me semble que l'histoire de l'île de Pâques remonte à bien plus loin que les Moaï. Voilà, comment s'organise un petit peu cette ligne chronologique ? Oui, tout à fait. Les visiteurs sont surpris d'apprendre que l'île de Pâques fait partie de l'Océanie. Et l'île de Pâques elle appartient au triangle polynésien qui est délimité au nord par Hawaï, au sud par la Nouvelle-Zélande et Rapa Nui qui est le nom polynésien de notre île. Donc c'est une culture polynésienne et les gens ici ont su maintenir leur langue et sont très très fiers de leur identité. Par rapport aux vestiges archéologiques, pour l'instant, il y a très très peu d'études sur l'île de Pâques. Les quelques vestiges étudiés, pour l'instant les plus anciens, sont du 9e siècle.
Alors je dis bien pour l'instant parce qu'il y a énormément à découvrir. Euh, L'île a un potentiel extraordinaire. Mais nous espérons un jour pouvoir disposer d'un centre de recherche sur place. Ouais, ce serait super, ouais. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui justement de cette culture autochtone des Rapa Nui? Est-ce que c'est encore une culture vivante? Absolument. Elle est très très vivante. C'est une population, c'est une culture qui a failli disparaître au milieu du 19e siècle pour des raisons d'épidémie, pour des raisons de rapt. Ils ont été raptés pour travailler à l'extraction de guano au Pérou. Et à un moment donné, sur cette île ne reste que 111 personnes. Et le Chili a annexé quelques années plus tard ce territoire et un métissage heureux s'est produit et à temps, car il y a eu beaucoup de consanguinité à l'île de Pâques. Ah oui, d'accord. Et, et donc, c'est une culture qui a repris très très fort. Les gens ont toujours parlé leur langue. Et puis, il y a donc depuis les années 90, depuis que les peuples indigènes sont bien mieux considérés, par exemple, la langue Rapa Nui est intégrée au programme scolaire et les activités culturelles, les échanges culturels également avec le reste de la Polynésie se multiplient. D'accord. Est-ce qu'il y a des fêtes ou des événements typiques de cette culture qui marquent le calendrier de l'année? Oui, tout à fait. La première quinzaine de février, nous célébrons la fête la plus importante pour les habitants qui s'appelle Tapati. Tapati signifie semaine. Et cette fête a été créée à la fin des années 60 par la mairie. C'était un événement nettement interne. Il y avait très peu d'activités touristiques à l'époque, mais dont l'objectif était justement d'attirer les jeunes et déclarer aux jeunes que la culture était toujours vivante et qu'il fallait absolument parler sa langue. Alors, la Tapati a consisté à des compétitions artistiques, culturelles, mais toujours autour du maintien de la langue. Et puis avec le temps, avec le développement de l'activité touristique, la Tapati est devenue un véritable festival et donc produit en tant que tel. C'est vraiment une fête très importante parce qu'elle maintient unis ce peuple, les générations, et c'est vraiment l'essence de cette population. Et personnellement, en tant qu'étranger, c'est ce qui m'a retenu sur cette île. D'accord. Cette force humaine, cette force communautaire, cette identité. Super. Alors, on sait que l'île de Pâques ou Rapa Nui fait partie du Chili. Quelles sont les relations entre les habitants et le Chili continental? Alors, il y a, comment dire, des négociations, un dialogue. Le thème principal pour l'île de Pâques étant les terres. Le Chili a annexé l'île de Pâques en 1888, représenté par l'Armada, et un traité a été célébré, mais il n'y a pas eu d'acte vraiment partagé puisque chacun parlait sa langue et seulement les habitants ont bien fait comprendre que les terres familiales devaient être respectées dans ce processus d'annexion, ce qui n'a pas été fait. Donc il y a une revendication jusqu'à aujourd'hui, mais avec également des réponses, des restitutions de terres. Et l'autre fait très important est que l'île va peu à peu, pas à pas, vers son autonomie. L'île, dans le futur, ne sera plus une province appartenant à l'administration régionale de Valparaiso. L'île sera déclarée territoire insulaire autonome et aura une relation directe avec le gouvernement central. Donc ça avance énormément. Et puis tout projet aujourd'hui concernant l'île de Pâques doit compter avec l'approbation du conseil local qui est représentatif des familles de l'ethnie. D'accord. Donc pour revenir à la destination île de Pâques, on sait que c'est un nom qui fait beaucoup rêver et qui donne envie aux voyageurs de monter dans un avion et de venir la découvrir. À ton avis, qu'est-ce qui attire autant les visiteurs? Bien sûr, l'énigme des statues, l'énigme de ces colosses de pierre. On n'a toujours pas élucidé le thème du transport de pièces qui peuvent atteindre 80 tonnes et qui ont été transportées parfois sur 4 km et érigées sur des socles. C'est le mystère, je pense. C'est l'énigme, c'est le mystère qui attire en premier lieu le public.
la plupart du public a entendu parler de l'île de Pâques dans sa jeunesse, hein, à travers des ouvrages, des collections mystères ou des reportages sur les merveilles du monde, par exemple. L'île de Pâques est un nom qui est, comment dire, qui est en nous depuis longtemps en fait, et ce qui génère un rêve que certains par chance parviennent à réaliser. Côté français, l'île de Pâques, par exemple, était mentionnée dans cette fameuse chanson Syracuse. Hein, j'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. C'est vrai. Ça a marqué toute une génération. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, maintenant qu'on va passer du côté plus concret d'un voyage sur l'île de Pâques, selon toi, quelle serait la durée minimum d'un séjour sur l'île si on veut voir l'essentiel sans se presser? Alors, je pense qu'il faut disposer minimum de 2 jours complets de visite et idéalement peut-être compter avec une journée supplémentaire ou une demi-journée supplémentaire pour des raisons météo. D'accord. Voilà. Et ce serait vraiment le minimum. Mais la plupart des gens qui arrivent à l'île de Pâques découvrent aussi, viennent pour les statues, pour le mystère, mais découvrent sur place sa beauté, sont envoûtés aussi par la gentillesse des habitants et aimeraient disposer d'une journée supplémentaire de farniente à passer au village ou se reposer également, parce qu'en général, quand on vient à l'île de Pâques, l'île de Pâques fait partie d'un grand voyage, hein, après avoir visité la Patagonie, le nord du Chili. Les gens arrivent quand même avec une accumulation, un peu de fatigue, hein. Ils sont émerveillés, bien sûr, mais avec un peu de fatigue. Et l'escale île de Pâques leur offre justement beaucoup plus de tranquillité, de facilité. Les trajets sont courts entre les sites. Et c'est d'ailleurs une très bonne idée de placer l'île de Pâques en général en fin de voyage. D'accord. Donc, minimum 2 jours avec une journée ou une demi-journée de battement ou de bonus en cas de problème météo. Tout à fait. Mais idéalement, plutôt 4 jours pour avoir plus le temps et se reposer. Voilà, voilà. Je pense que 3 jours pleins, ce serait bien. 3 jours pleins, c'est bien. 3 jours pleins. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parcourt ensemble les routes de l'île. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous détailler un peu les choses qu'il y a à voir et à faire, comme si on s'apprêtait à démarrer la visite? Alors, la visite en général s'organise en une journée complète et 2 demi-journées. Et la journée complète est placée sur le thème des fameux moai. Hein. Nous visitons le site le plus important qui est la carrière des statues, où nous trouvons des centaines de statues abandonnées, inachevées à différents stades de leur élaboration. C'est un site impressionnant et émouvant. Et à proximité de ce site se trouve le plus grand monument de l'île, l'Ahu, ou la plateforme Tongariki avec 15 moai. Et ce sont les points forts de cette journée et également le passage à Anakena qui offre un changement de décor par rapport au relief volcanique vu dans la journée. Anakena est une anse de sable blanc, du sable de corail avec des cocotiers et c'est vraiment donc offre vraiment une belle récompense après avoir donc marché, après avoir exploré. Donc ça c'est la journée complète. On a une demi-journée également pour connaître le volcan Ranokau, le plus grand cratère de l'île, qui est saisissant, avec un diamètre de 1600 mètres, une profondeur de 200 mètres et de l'eau au fond. De l'eau est couverte en grande partie de totora, hein, ces joncs que nous retrouvons au lac Titicaca par exemple. Tout à fait. Et un décor saisissant avec au fond l'océan et l'horizon dont nous apprécions la courbe. Ah oui. Et donc une perspective formidable. Et nous parlons à cette occasion du culte de l'homme-oiseau, car les habitants autrefois vénéraient le retour, la migration des oiseaux marins qui étaient considérés comme des messagers divins. Car nous vivons au milieu d'une immensité, donc ce signe provenant de l'extérieur était intrigant. Très bien. Et nous finissons ensuite par une
une dernière demi-journée pour connaître cette fois plus l'intérieur des terres. Encore un paysage différent, très vallonné, car nous parcourons, nous longeons une chaîne de cônes volcaniques. C'est très très vert, c'est très très joli, très doux, et avec des sites archéologiques également, donc les 7 moaïs, et qui sont très importants pour nous, car ce fut le premier monument restauré, et, et ce monument a, comment dire, a contribué à replacer l'île de Pâques dans le monde et à améliorer nettement les conditions de vie de ses habitants. Donc ce sont nos pionniers, ce sont nos protecteurs. Alors je dis nos parce que je fais partie de ce monde depuis 40 ans. Tu parles beaucoup des volcans. Donc il y a le Ranokaú. Est-ce qu'il y a d'autres volcans sur l'île qu'on peut découvrir? Alors l'île est formée d'une quarantaine de cônes volcaniques. L'île a la forme d'un triangle, car à chaque extrémité s'est formé un centre plus important, et avec donc des coulées de lave qui se sont épandues sur plusieurs kilomètres. Le volcan le plus haut culmine à 511 mètres. D'accord. Mais il est très très beau car il permet de voir l'horizon sur 360 degrés, un horizon bleu. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu recommanderais pour les gens qui prennent un peu plus de temps, qui ont une journée bonus? Alors oui, absolument. Après avoir parcouru ces vestiges où les guides expliquent justement la relation avec la Polynésie, c'est un héritage culturel de la Polynésie, car il y a des statues également en Polynésie. Et eh bien, c'est intéressant pour la plupart des gens qui ne connaissent pas cette partie du monde de voir un spectacle. Car ce n'est pas seulement un show, comme on dit. Hein. Les artistes qui se présentent avec beaucoup de fierté, beaucoup de conviction et veulent vraiment partager cette joie, le fait d'avoir survécu et le fait d'être bien vivant et d'être bien là. Donc ça, on le ressent. Hein. On le ressent à travers ces spectacles. Assister, pourquoi pas, également à la messe le dimanche. C'est une messe très vivante avec des chants polynésiens, des chants tahitiens parfois. Ah oui. Oui, oui. Et ensuite, je dirais une activité nautique, une sortie d'1 heure et demie qui permet de voir, d'apprécier les très belles falaises de l'île hein, sur son côté ouest et quelques îlots. Je pense que c'est des activités qui donc apportent un complément. D'accord. Connaître le musée, Ouais. hein, il est très bien fait, il offre une belle synthèse de l'histoire de l'île, de ses vestiges également. D'accord. Un musée qui doit être dans le centre d'Angaroa, je suppose? Pas très loin du centre. Pas très loin du centre, super. Il se trouve juste à côté du site de Tahai, où les gens admirent le coucher du soleil chaque soir. Super, ça fait rêver. Alors, à propos de coucher du soleil, est-ce qu'il y a une période de l'année plus adaptée qu'une autre pour découvrir l'île de Pâques? En réalité, l'île de Pâques peut se visiter toute l'année. La seule différence, c'est au niveau de la température. En été, au mois de février, la température maxi est de 28-29 degrés. Et en hiver, enfin notre hiver, ça fait sourire les Québécois, c'est plus 18 et plus 16. Voilà, donc c'est l'hiver, les journées sont plus courtes. On peut être sujet à des averses passagères, d'où donc justement la prévision du nombre de jours. Hein. D'accord. Mais l'hiver offre par exemple de très très belles lumières basses hein, pour les photographes. Donc. Super. L'été, donc les journées, il fait jour jusqu'à 22 heures parfois, Ah oui. en hiver jusqu'à 18 heures. Et là, les gens profitent peut-être bien plus des activités de plage, par exemple. Et donc, ce fameux festival en été, au mois de février, où chaque soir, le public peut gratuitement apprécier les spectacles de danse, présentation de costumes,
musique ancienne, musique actuelle, et tout ça sur une scène en bord de mer, très très agréable. Très bien. Alors, à quel profil de voyageur recommanderais-tu la découverte de l'île de Pâques? Vraiment tout le monde. J'ai accompagné des familles, j'ai accompagné des gens âgés, des jeunes. euh, tout le monde est ravi de connaître cette île. Et les sites sont accessibles à tout le monde. Il n'y D'accord. a pas vraiment de grandes difficultés. Et il nous reste à progresser. Il en est question euh, pour pouvoir accueillir euh, les gens qui ont des capacités différentes. Mhm. Et donc, ça se met en place petit à petit. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à partager aux personnes qui souhaitent venir visiter l'île de Pâques? Et oui, tout à fait. Alors, pratique, ne pas oublier la protection solaire. En dehors de ça, bien préparer son voyage. Hein, donc, bien savoir connaître les règles du parc. Et donc, en dehors de ça, pas vraiment de recommandations spéciales. Bon, il faut pour visiter les sites des chaussures fermées et un coupe-vent, voilà. Et rien de spécial en fait. D'accord. Et surtout être disposé à connaître un monde complètement différent. Hein. Donc, bien comprendre que les insulaires ne s'adaptent pas aux visiteurs, sinon ils sont, comment dire, il faut venir comme ça dans un état de découverte, dans un état de partage. D'accord. Les insulaires sont très sensibles. Très bien. Ce sont des gens qui apprécient énormément, dans un premier temps, le salut, le sourire, et ça ouvre toutes les portes. Super. Alors maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle que j'aime bien poser à mes invités. Quel est ton incontournable, l'endroit ou l'expérience que tu préfères en tant qu'habitant local sur l'île de Pâques? Et la carrière des statues. Sans hésitation. Oui, parce qu'elle est impressionnante, parce qu'elle est touchante, émouvante, et sur ce site, on sent l'esprit qui a dû régner. Euh, Ici, localement, nous avons beaucoup de mal à penser que les gens étaient traités comme des esclaves à cette époque. On pense plus à l'esprit communautaire, au partage d'un idéal, et la preuve en est, c'est que ces statues couvrent tous les anciens territoires. Donc c'était vraiment une activité qui fédérait cette société. Et ça, c'est très, très fort. Et ça existe encore. Ça existe encore. Un petit moment d'émotion. Ça existe encore. Je peux vous dire que ce qu'on a vécu durant la pandémie, eh bien, c'est quelque chose d'exceptionnel sur le plan humain. Hein. Ces gens qui donc pratiquent depuis longtemps cette solidarité, eh bien, ça s'est vu, ça s'est vérifié durant 2 ans, au cours desquels nous avons été coupés du monde relativement, et nous ne recevions plus de visiteurs, et ça nous manquait énormément. Le manque, plus que économique, a été un manque d'échange, un manque de. Nous avons senti l'isolement, mais la chaleur de cette communauté locale est extraordinaire. Ça s'est resté bien gravé dans mon cœur. Ça a été un grand moment, une grande expérience. Waouh. Écoute, c'est la fin de notre entretien. Un grand merci Richard d'avoir pris le temps de partager ta connaissance de l'île de Pâques avec nous et avec nos auditeurs. Merci infiniment et nous vous attendons avec grand plaisir à l'aéroport de Mataveri. Ah, ce sera avec plaisir. À bientôt Richard, merci beaucoup. Au revoir. C'est le moment de conclure en culture cet épisode. Et pour cette fois, on a plusieurs recommandations à partager avec vous. La première, c'est celle de Richard pour en apprendre plus sur l'île de Pâques. Je le laisse vous en parler. Il y a un petit ouvrage qui est vraiment très très bien que je conseille, que nous trouvons dans la collection Découverte Gallimard, qui s'intitule C'est Dieu qui regarde les étoiles. L'auteur est Catherine Orliac, scientifique du CNRS, qui a organisé plusieurs missions à l'île de Pâques.
Et donc, c'est très, très bien fait, cette collection, parce que c'est accessible à tout public, avec des illustrations, des photos, des informations d'ordre traditionnel, le témoignage des navigateurs européens également. Donc, les différentes sources d'informations qui permettent de comprendre un peu mieux l'histoire de cette île. Il est très, très bien fait. On a également quelques propositions de ressources qui vous intéresseront si, comme nous, vous avez envie d'en savoir plus sur les surprenantes Cholitas boliviennes. On commence avec le reportage d'Arte intitulé « Cholitas est fière d'être bolivienne ». Diffusé en 2022 et toujours disponible sur la plateforme de replay d'Arte, ce court documentaire de 15 minutes dresse un portrait général de la figure de la Cholita bolivienne. Ensuite, un deuxième reportage d'une trentaine de minutes, toujours sur Arte, intitulé « Bolivie, Cholitas et skateboardeuses ». On y découvre le portrait des Cholitas skateboardeuses qui s'entraînent sur le plus haut skatepark du monde, situé à 3500 mètres d'altitude. Un troisième reportage, encore une fois d'Arte, cette fois-ci sur les catcheuses boliviennes. Il date de 2014 et il dure 43 minutes. Il est disponible sur Dailymotion et on y découvre le quotidien des Cholitas qui se consacrent à la lutte libre comme un symbole qui s'élève contre le machisme et les violences conjugales. Et puis une dernière ressource pour la route. Cette fois-ci, c'est un épisode du podcast Les Odyssées de France Inter, diffusé en 2023 et d'une durée de 15 minutes. On y découvre l'aventure en 2019 de Jaime Murciego et Miguel Garcia, le réalisateur et son preneur de son, qui ont suivi 5 Cholitas alpinistes dans leur préparation et leur conquête du plus haut sommet d'Amérique du Sud, l'Aconcagua. Le résultat de cette épopée, c'est le film Cholitas des femmes à l'assaut de leurs rêves, un documentaire de 82 minutes réalisé par Jaime Murciego et Pablo Iraburu. Et si avec tout ça vous êtes devenus des passionnés des Cholitas, la page de l'épisode du podcast de France Inter contient encore d'autres ressources, notamment des lectures pour être incollables sur le sujet. Comme d'habitude, on vous met tous les liens vers ces recommandations culturelles dans la description de cet épisode. On espère qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé sur la page Spotify de cet épisode, ou bien sur Instagram ou Facebook. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception. Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.